Pour rebondir sur ce que tu disais avant la séance, il y a, et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on avait choisi ce film dans la thématique de la disparition. On aimait bien la manière dont la disparition de la mère est dématérialisée dans le film par les objets. Je pense par exemple au vernis, ensuite à l'argent qui arrive régulièrement, aux cartes de la mère qu'elle envoie. Donc en fait, je trouve qu'il y a une manière intéressante de raconter une histoire par les objets dans le film, et donc pas par une narration forcément classique, mais vraiment un jeu sur les objets. Bon, déjà, désolée si ça paraît un peu sec de partir sur les objets comme ça direct, parce qu'évidemment, il y a un truc très cruel qui se joue dans cette espèce de trajet de la valise, et bon, il y a quand même une enfant dedans, je suis parfaitement consciente, mais justement, c'est ça que je trouve, à la fois, le film est assez dur, presque un peu cruel, ce qui peut changer un peu d'ailleurs l'image qu'on a éventuellement de Koreeda comme de quelqu'un de tellement doux et tellement voilà, ce qui n'est pas forcément le cas. Et je vais essayer de pas tout dire en même temps. Oui, enfin il y a vraiment quelque chose, enfin moi j'ai l'impression qu'il s'appuie constamment dans sa mise en scène sur les objets, parce que ça lui permet de parler de plein de choses en même temps. À la fois on peut prendre ça dans l'ordre qu'on veut. Par exemple, ce sont des enfants, donc ils s'entourent d'un monde à eux qui est fait de jouets, de bonbons, voilà. Ils sont aussi livrés à eux-mêmes, donc ils sont amenés. Quand je dis les objets, il faut étendre aux gestes aussi. Il y a énormément de gestes dans le film, tout un précis de gestes qui sont répétés et qui sont à chaque fois investis d'une petite couleur un peu différente, parce qu'il y a un passage de temps, de répétition, et c'est toujours mouvant. Et donc les objets, si j'y reviens, c'est au cœur de ça aussi, c'est qu'ils sont jamais neutres. Donc si je reprends le fil des enfants, enfin de l'enfance, c'est que les enfants vont pouvoir mettre énormément d'eux-mêmes en fait dans ce qui les entoure, et finalement ils sont à la fois entre eux. Donc il y aura aussi plein de choses à dire sur la famille qui se réinvente, et cette communauté de frères et sœurs, etc. Mais enfin, ils sont quand même esseulés puisque leur mère a disparu et ils en souffrent profondément. Et donc du coup, ils ont plein de compagnons d'une certaine manière avec tout ce dont ils s'entourent, espèce de bric-à-brac, voilà. Mais qui fait aussi de peluches, de dessins. Ouais, les dessins, ce qui est marquant, je trouve, c'est que il dessine sur plein de choses différentes. Il y a des feuilles de papier, puis il y a les factures, puis il y a les bocaux, enfin les boîtes Voilà. de nouilles. Oui, donc il y a des détournements en fait constants de choses usuelles qui sont totalement réinventées, mais très simplement, enfin, par eux et par le film, et par Koreeda, qui vraiment suit ce fil pendant tout le film. Et évidemment, pour parler de l'appauvrissement, c'est évidemment, enfin voilà, il y a un étau de la vie matérielle qui est hyper pesante, enfin qui est là tout le temps. Et par exemple, on a des voix off de personnages, c'est peut-être un des seuls films où les voix off du personnage, ça consiste à, surtout d'un personnage d'enfant, ça consiste à faire des listes de courses, comprendre ce qu'il doit faire, compter ses sous, combien etc. il reste. Donc il y a une immersion dans une vie concrète qui est quasiment anormale pour des enfants. Et qui est rendue à la fois belle parce que ça permet aussi justement tous les deux dont on parle, les factures qui arrivent et qui deviennent du papier pour dessiner, parce que plus on imagine qu'il y a malgré tout un réalisme derrière, puisque on imagine qu'ils ne vont pas aller acheter du papier blanc, donc ils prennent ça sous la main, voilà. Donc il y a un jeu constant, mais il y a aussi toute une écriture. Ce que tu disais sur, parce que du coup j'ai pas trop rebondi là-dessus, excuse-moi, mais sur l'histoire de la présence de la mère. Alors moi j'y vois dans toute l'affection effectivement qu'ils peuvent mettre dans tout ce jeu. Il y a tout le fil des vêtements, des cadeaux, l'écharpe qu'on aime plus, qu'on jette, qu'on met, en fait c'est infini. J'ai l'impression que c'est tous les costumes aussi. Est-ce qu'on a un costume d'écolier ou pas, le moment un peu magique où il peut s'habiller en costume de baseball, alors qu'on a le côté très cruel du film de voir toute la dégradation matérielle, physique, et tout à coup c'est contrebalancé par le fait de pouvoir appartenir à une équipe et être exactement comme les autres puisqu'il y a un uniforme. Et tout ça est parfaitement lié aussi avec le côté justement gestuel, les gestes du sport, parce que j'avais regretté
pendant le film de ne pas avoir insisté aussi sur les gestes, parce que en fait je trouve qu'il y a une espèce de... Enfin, il y a vraiment aussi quelque chose là-dessus, sur le côté où quand ils sortent et qu'il y a Shigeru qui court, on a l'impression qu'il n'a vraiment pas couru depuis plusieurs mois. Enfin, des choses toutes simples de gestes de jeu, ou voilà, qui sont pareils, un peu sur ce que je disais avant, c'est-à-dire le côté confronté à tous ces gestes répétés de payer, de compter, de s'occuper de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours ambivalent en fait. Par exemple, on ne sait pas pourquoi, mais la grande sœur paraît trouver un grand réconfort dans la machine à laver, mais on ne sait pas pourquoi. Mais Koreda montre ça. Et en fait, il tisse son film de plein de choses comme ça, qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mais qui sont en fait voilà, de l'ordre d'une espèce d'écriture de personnages à travers les objets, quoi, effectivement. Et de gouffres affectifs qui du coup s'expriment un peu partout à travers des choses et du coup il entre guillemets évidemment je minimise pas le travail de découpage et tout, mais il a plus qu'à assembler cette collection de petits gestes qui évoluent, qui se répondent, etc. Et ça forme une histoire, en fait. On peut suivre l'histoire de la petite boule de pâte à modeler qui est restée sur le balcon parce qu'il n'a pas le droit de sortir. On peut suivre l'évolution du balcon qui devient une espèce de territoire gagné sur l'interdit initial de ne pas aller sur le balcon. Finalement, à la fin, c'est rempli de plantes, etc. Enfin, bon, bref. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite ramification pour chaque une petite ramification narrative pour chaque objet qu'on veut. En fait, il y a une répartition de l'espace il y a des règles énoncées au début par la mère, et donc on comprend tout de suite que en fait les personnages sont pas égaux devant ça, en tout cas au début. On se rend tout de suite, c'est Akira qui peut naviguer dans les différents mondes, et les enfants sont d'une certaine manière protégés aussi au début dans leur petite bulle. Et quand il y a les premiers intrus, c'est la bande de garçons dont on ne sait pas trop s'ils sont vraiment bienveillants ou pas. En tout cas, ils ont un peu rien à foutre de ce des autres. Ils sont un peu rudes. Oui, donc il y a à la fois un effet de cocon et un truc d'interdit très fort, et donc ça marque aussi l'espèce de docilité de ces enfants qui au départ vraiment respectent les règles et voilà, on fait ce qu'on leur dit. Ils mettent des mois à braver l'interdit alors que la mère n'est plus là. Voilà, mais donc ils vont réinventer petit à petit, se réapproprier cet espace, mais du coup c'est vrai qu'il y a enfin, c'est fait que par un jeu de passage et de franchissement de cap, et pareil d'espaces qui sont dédiés à certaines choses, certains au jeu, certains voilà. Et c'est aussi des espaces de rencontre, puisque finalement il y a une disparition, et il y a il y a même deux disparitions si on compte la mort de Yuki, et il y a au moins une rencontre, une vraie rencontre qui reforme. Chez Koreda, on a l'impression qu'il joue un peu avec l'idée de la famille depuis ses premiers films. Enfin, là, c'est le cas ici, ça va être le cas dans Steve Walking ensuite, après les tempêtes récemment encore. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils, bien sûr. Tel père, tel fils, c'est une histoire étrange d'enfants qui ont été permutés à la naissance, et les parents s'en rendent compte plus tard et décident que ils vont refaire l'échange dans le sens inverse. Ce qui est le film est étrange en fait. Le point de départ, en fait. C'est comme dans La vie est un enfant tranquille. Oui, mais en version plus comme ça. Ouais. Et du coup, il y a quand même une façon d'aborder la famille qui est toujours sous des angles totalement étranges et dérangeants. Et en même temps, de reformer, enfin voilà, de dire il y a quelque chose qui marche pas, mais il y a une possibilité malgré tout. Enfin, les films ne montrent pas inventent des choses en fait, voilà. Et donc là, finalement, c'est très précaire, mais il y a voilà une petite fratrie qui s'est greffée cette espèce de personnage de jeune fille qui a l'air pour le coup de pas avoir de problème matériel, mais d'avoir sérieusement des problèmes affectifs, et de trouver auprès de ces enfants abandonnés
une manière de s'occuper d'eux et de recevoir aussi de l'affection en retour. Donc il y a quelque chose qui se passe. Et dans le dernier film, c'est aussi une invention vraiment de famille. Enfin, c'est des gens qui sont... Enfin, vous verrez, je ne vais pas trop spoiler, mais ça s'appelle Une affaire de famille, le titre français en tout cas. Et là, on va dire encore une famille pauvre, mais une famille qui s'invente, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas forcément des liens de parenté, mais qui s'agrègent les uns aux autres. Et du coup, ça pose des questions. Vous verrez le film la semaine prochaine. Mais ce qui est amusant, c'est que Correda, encore une fois, le traite beaucoup par l'espace. Enfin, c'est toujours un peu des dispositifs en fait qui passent par l'espace. Avec un des personnages du prochain film, c'est vraiment l'appartement où tout le monde vit. Et il arrive absolument à filmer cet appartement de manière totalement vivante. Enfin, c'est complètement dingue. Et là, il y a aussi un truc très très fluide sur l'espace, alors que ça pourrait être totalement oppressant, ce que ça est quand même. Mais voilà, il ménage des trucs, sa coulisse. Enfin, il y a un truc. Ouais. Ce que je trouve super émouvant là dans Nobody Knows, c'est l'idée qu'ils sont une famille, mais qui redeviennent, enfin, ils se réinventent comme famille à la fin, en fait, avec ce nouveau personnage et la petite sœur qui est partie, comme si, enfin, c'est comment dire, le fait qu'ils ritualisent, enfin, qu'ils prennent conscience de quelque chose, en fait, d'une sorte de, je sais pas comment dire, c'est comme si, avec la mort de leur petite sœur, ils comprenaient une espèce de tragique de la vie, et que ça les faisait accéder à une sorte d'âge suivant, quoi. Et ça leur permettait d'exister avec, comme une nouvelle famille. Et c'est le premier moment, en fait, juste après le rituel où ils emmènent Yuki. C'est le premier moment où on les voit vraiment avoir des gestes de tendresse, enfin ils se donnent la main, etc. Enfin, je trouve qu'il y a un côté assez émouvant dans cette famille qui se constitue autour du tragique, enfin, autour du... c'est très, très, très beau. Le fait même que les frères et sœurs vivent ensemble, ça crée quelque chose. Enfin, ils ont des pères différents, mais il y a un espèce de lien très fort entre eux, de par leur histoire commune et de par le fait qu'ils... Voilà. Et donc il y a bien une réinvention et tout, mais par contre il y a quand même en creux une espèce de défaillance totale de toutes les figures adultes. Enfin pas toutes, enfin elles sont défaillantes ou un peu, ou elles aident aussi, mais en tout cas il y a comme une soit un aveuglement, soit une pudeur totale, ou de ne pas vouloir voir ce qui se passe, ou de ne pas oser, ou on ne sait pas trop, ça dépend des personnages. Il y en a qui ont l'air tout prêts à les comprendre, à les aider, qui ont l'air d'avoir compris la situation. La vendeuse, par exemple. La vendeuse, il y a des personnages comme ça. Il y a les pères ou pseudo-pères, ou qui se défendent d'être les pères, on sait même pas trop de qui. Enfin, ça a l'air d'être une anarchie totale, et ils sont pas du tout inquiétés dans l'affaire. Enfin, je veux dire, ils sont tranquilles, quoi. Et en fait, le tableau est quand même assez... Oui, c'est vrai. Parce que c'est totalement concentré sur les enfants et autres grands enfants qu'ils rencontrent, etc. Mais pareil, d'ailleurs, cette jeune fille qui plus ou moins se prostitue, on ne sait pas jusqu'où elle va, mais donc on sent que c'est un truc monnaie courante tout à fait possible, plus le fait qu'elle a l'air bien seule aussi. Enfin, il y a quand même des espèces de figures errantes comme ça, voilà. Et le Correda ne dit pas grand chose de plus que ça, mais enfin voilà, je ne connaissant pas parfaitement la société japonaise, enfin j'imagine que ça veut quand même tableau de l'époque un peu. Oui, je pense que ça représente si des gens ont des éclairs sur un état social japonais. Le côté concret du film, c'est là que je dis que c'est hyper ambivalent, quoi. Par exemple, pour revenir sur cette valise, j'arrive pas à savoir si ça rend le truc un peu plus doux de dire on peut se rattacher à un espèce de détail, ou alors le plus horrible possible, parce que du coup on a l'impression qu'on est dans un truc tellement concret et c'est comme si ça absorbait à la fois le côté mélodramatique, parce que du coup ça devient un signe énorme, genre clignoter et tout, et en même temps c'est totalement fondu dans une trame, pour le coup de pure chronique, de purs événements. Et en fait, c'est indécidable, quoi. Il y a un truc, et je pense qu'il y a un côté effectivement très délicat et très
une petite musique, faut pas trop s'y fier, quoi. Il y a quand même quelque chose qui appuie un peu où ça fait mal, c'est pas du sadisme, quoi, mais il y a un truc qui est pas édulcoré, en tout cas, vraiment pas édulcoré du tout, quoi. Et pour poursuivre sur le prochain film, en fait, qui est encore plus net que celui-là, ou même si déjà c'est un peu en germe dans celui-là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose autour de la... en gros, si on veut vivre dignement et librement, il faut limite être un criminel, en fait, dans une affaire de famille, c'est assez net. Enfin, c'est une famille de criminels, en fait. Enfin, c'est des voleurs, voilà. Mais c'est comme ça qu'ils sont heureux et qu'ils peuvent l'être et qu'ils peuvent... et en fait, ils sont presque forcés, ou en tout cas, ils prennent ce droit d'aller totalement contre un ensemble de conventions, y compris légales. Et c'est vachement plus nettement affirmé, je trouve, dans le... Voilà, même si là, c'est déjà un peu l'idée qu'ils sont cachés, que c'est contre la loi de l'immeuble, du immeuble propriétaire, etc. C'est déjà un peu... ça flirte un peu avec ça. Mais c'est encore plus net, effectivement, maintenant, quoi. Donc 15 ans plus tard. Voilà.